Une chose était désormais certaine. Un faux dossier Alzheimer avait été constitué. Maria se rendit au bureau de sa chef. Patricia, il faut vraiment qu'on se parle. Patricia Benedetti fronça les sourcils. À ce point, j'ai acquis la conviction que le dossier Neuroland est factice. Enfin, qu'est-ce que tu vas inventer? L'argent ne va pas là où on croit. Je suis sûre de pouvoir le prouver. Je pense que le gouvernement a monté ce dossier pour faire croire qu'il investissait dans la recherche sur Alzheimer, uniquement pour obtenir une dérogation de la Commission européenne et continuer ses expérimentations en très haut champ magnétique. En fait, l'argent sert probablement à financer un autre projet classé secret défense. Mais enfin, Maria, d'où tiens-tu tout cela? D'André Vareski. Vareski? Le directeur du CNRS? En personne. Il a assisté aux réunions de Bruxelles, il est écœuré, il m'a tout raconté. Patricia, la seule chose que nous avons à faire est d'ouvrir ce dossier. Impossible, je n'en ai pas l'autorisation. Demande à ton patron alors. Mon patron? Écoute, j'ai ma place ici depuis 12 ans. Je n'ai pas envie de tout perdre. Jamais tu ne feras faire ça. Si tu vas le faire. Parce qu'il y a eu déjà un mort dans cette affaire. Un homme de 35 ans, père de 3 enfants. Et tout de suite, j'appelle Sébastien Boller. Sébastien Boller, vous êtes neuroscientifique de formation et vous êtes aussi écrivain. Et vous avez écrit un thriller dont j'ai sorti un petit extrait, tout petit, très très court, parce que c'est un très très gros livre, un thriller qui raconte une histoire liée justement aux grandes recherches qui ont lieu en ce moment sur les neurosciences. Et en fait, vous vous posez de graves questions sur l'utilisation des résultats qui se passent en ce moment. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette aventure d'écrivain? Ça va être un peu nombriliste de raconter cette histoire-là, mais c'est une très longue aventure, puisque j'ai écrit mes premiers... Non, mais vous avez 5 minutes. D'accord. Mais l'envie d'écrire sur ce sujet est venue d'une visite dans un laboratoire fantastique que je vous conseille tous de visiter, qui est sur le plateau de Saclay, qui s'appelle Neurospin. Et c'est là qu'on fabrique les plus grosses machines à décoder le contenu des pensées, ces espèces de scanners gigantesques, qui sont en fait des électroaimants qui ont les plus grandes puissances de champ magnétique au monde. Il faut imaginer ce que c'est, vous entrez là-dedans, vous voyez un appareil qui prend la place d'un camion de 38 tonnes, en fait l'élément fait 45 tonnes. À l'intérieur, il y a 3000 km de fils électriques supraconducteurs, baignés dans de l'hélium liquide à moins 230 degrés. Et tout ça, au centre, on va mettre la tête d'un être humain. Voilà. Et c'est pour donner l'idée que finalement, c'est les nouveaux télescopes. Aujourd'hui, on ne regarde plus au fond de l'univers, on regarde au fond de notre cervelle. Et donc, on peut faire plein de choses avec ça. Alors, il y a les projets Alzheimer pour voir quelles sont les petites particules d'amyloïdes qui peuvent être détectées, peut-être pour tester de nouveaux médicaments. Et puis l'autre pouvoir que ça donne, c'est de capter les traces de nos pensées. Puisque on s'aperçoit que chacune de nos pensées se traduit par l'activation de groupes de neurones. Vous savez, les neurones, on a 100 milliards dans notre cerveau. Et bien avec ces machines gigantesques, on peut en voir s'allumer quelques milliers, quelques dizaines de milliers, pour chacune des pensées, des souvenirs, des émotions qu'on a. Et le projet
de Neuroland, dans le livre, qui est un peu en parallèle avec le vrai projet de Neurospin, c'est de trouver ce qu'on appelle le code neural. C'est cette grammaire de l'esprit, une correspondance pour chaque pensée, un groupe de neurones photographiés. Donc pour un écrivain, c'est ça interpelle beaucoup, parce que quand on a lu 1984 de Orwell, moi j'ai tout de suite pensé à une phrase qui est dans ce roman fantastique, c'est Orwell dit, vous savez, il y a le Big Brother qui surveille tout le monde, au moindre fait et geste dans nos chambres, il y a les télécrans qui surveillent tout ce que vous faites, mais il disait, dans ce monde surveillé par Big Brother, il nous restait une seule chose, c'était quelques centimètres cubes de matière grise dans notre crâne que personne ne pouvait percer à jour, parce que c'est l'intimité des pensées. Et nous sommes en 2015, donc 30 ans, en fait 30 ans après 1984, mais bien plus longtemps après 1948, parce qu'il a écrit en 1948, et bien aujourd'hui, ces quelques centimètres cubes de matière grise ne nous appartiennent plus forcément, ce n'est pas chose acquise, il va falloir se battre pour défendre cette intimité de nos pensées. Donc c'est à la fois un outil fantastique parce que ça nous fait réfléchir sur ce que nous sommes, notre conscience, notre subjectivité. Finalement, est-ce que c'est juste des neurones qui s'allument et qui créent comme ça des pensées par une espèce de mécanisme qui reste à élucider, ou est-ce qu'il y a autre chose? Donc ça déjà c'est un questionnement fantastique, mais derrière il y a toujours le dilemme inhérent aux grandes découvertes scientifiques. Ça ouvre des horizons extraordinaires sur la connaissance de nous-mêmes, mais ça ouvre aussi des portes pour l'utilisation à des fins militaires, policières, commerciales, tout ce qu'on veut. Donc une fois de plus, comme pour les grandes découvertes comme l'atome, il y a toujours ce dilemme auquel la décision morale et éthique est confrontée. On est un petit peu dans le néant sur ces réflexions aujourd'hui, donc je pense qu'un roman peut peut-être éveiller certaines consciences à sa modeste échelle. Merci Sébastien. Alors je vais vous inviter à vous asseoir là. On vous retrouve dans quelques secondes. Je voudrais vous présenter Vixius Pataglitch, que vous ne voyez pas, parce qu'il est là-bas en régie, et il a préparé toute une série d'images. C'est un VJ, c'est ce qu'on appelle un VJ, un vidéo jockey. Il va nous suivre pendant toute la soirée. Alors, Sébastien, oui, on peut l'applaudir parce que c'est un vrai... Et puis, je vous présenterai les autres artistes dans quelques instants aussi. Mais je vais relancer tout de suite Sébastien Boller. Sébastien, qu'est-ce que c'est que la conscience ? C'est les quelques secondes de silence où je garde encore ma crédibilité. Vous avez le temps de boire votre petite bouteille d'eau. La conscience, c'est la grande question. On peut se pencher dessus de plusieurs points de vue. Il y a, en tout cas, du point de vue des neuroscientifiques, deux choses très importantes. C'est l'expérience subjective. La conscience, c'est quelque chose qui nous appartient, c'est quelque chose qu'on vit de l'intérieur. C'est quelque chose d'existentiel aussi, parce que quand on est conscient, quand on sent qu'on est là, quand on sent qu'on existe, c'est pas quelque chose de matériel. C'est un instant d'existence complètement subjectif. Et puis, il y a évidemment le côté scientifique, matérialiste, où on cherche à savoir qu'est-ce qui éventuellement est ce qu'on appelle ça le corrélat de la conscience. Qu'est-ce qui accompagne nos expériences conscientes? Qu'est-ce qui, dans la matière, est le signe que nous sommes conscients? Et là, on s'aperçoit qu'il y a quelques signes très particuliers dans le fonctionnement de notre cerveau qui sont associés à la conscience. Par exemple, si vous êtes en train de conduire avec un ami à côté de vous, vous faites les gestes de façon automatique, vous vous faufilez dans la circulation, et en même temps vous lui parlez. Quand vous conduisez, il y a plein de gestes qui sont complètement automatisés à force des années de pratique, qui sont exécutés sans que vous en ayez conscience pratiquement. Alors que la conversation avec votre voisin mobilise votre conscience. Vous réfléchissez, vous imaginez ce qu'il vous décrit, vous répondez en faisant appel à vos souvenirs, donc vous êtes vraiment dans une activité consciente. Alors, la partie de votre cerveau qui fait les gestes de façon automatique, elle est tout à fait au centre du cerveau. C'est complètement enfoui, c'est des zones du cerveau qui sont assez anciennes à l'échelle d'évolution des espèces, qu'on peut trouver aussi chez un lézard, chez un rat, et qui peuvent comme ça réaliser des choses sur un mode complètement automatique, complètement inconscient.
mais la partie consciente de votre conversation, elle, va mobiliser l'avant du cerveau, la partie extérieure, qu'on appelle le cortex, qui est une partie du cerveau qui est apparue plus récemment dans l'évolution des êtres vivants et qui s'est développée sans aucune mesure avec les autres espèces chez l'être humain. Alors ça, c'est vraiment un trait caractéristique des situations conscientes. Par exemple, quand on prend conscience d'un stimulus qui était perçu de façon subliminale, l'activité du cerveau passe du centre enfoui primitif vers l'extérieur, la partie antérieure du cortex, le cortex préfrontal. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est considéré aujourd'hui comme un marqueur important de notre conscience. On peut même l'utiliser pour essayer d'apprécier si une personne dans le coma a des perceptions conscientes. Si on voit que son cerveau s'active dans certains moments de conversation, dans sa partie à l'avant du cerveau, on se dit, là, il y a peut-être quand même quelque chose de conscient. Et si on se demande, mais finalement, comment la conscience est fabriquée par le cerveau, il faut revenir à l'expérience subjective. Et un peu d'introspection conduit n'importe qui, et les spécialistes également, et les moines aussi bouddhistes qui se penchent sur la question, à aboutir à une conclusion, c'est que notre conscience est unitaire. Quand vous êtes conscient de quelque chose, il y a beaucoup d'aspects de votre environnement qui sont regroupés en un tout. Vous entendez des choses, vous voyez des choses, vous touchez quelque chose, vous sentez. Mais vous n'avez pas l'impression que c'est fragmenté en compartiments. C'est un tout. Vous êtes là et ça se mélange de façon complètement naturelle. Et là, dans le cerveau, c'est pareil. On s'aperçoit que dans ces moments-là, vous avez des parties du cerveau qui perçoivent les sons, des parties du cerveau qui perçoivent les lumières, les contours, des parties du cerveau qui perçoivent les odeurs, qui sont séparées géographiquement dans le cerveau, mais qui se mettent à se synchroniser. Elles parlent un langage commun dans ces moments-là. Inconsciemment? Ça se fait... Ça, je ne sais pas. Ça se fait de façon plus ou moins automatique, ou alors en réponse à des interpellations de l'extérieur. Si je vous dis, Marie-Odile, mais enfin, vous rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de faire? Là, voilà, vous allez dire, ah oui, j'étais mal assis sur ma chaise, ou n'importe quoi. Ou j'ai dit une bêtise, et là, vous allez synchroniser beaucoup de parties de votre cerveau pour vous rendre compte un peu plus consciemment de ce qui se passe. Donc là, on voit que vos neurones, dans différentes parties du cerveau, se mettent à décharger au même moment. Ils se reconnaissent par cette phase temporelle qui est identique. Ça leur permet en fait d'adopter le même langage. Si bien que des informations auditives, visuelles, olfactives vont finalement parler le même langage et pouvoir se retrouver dans un même espace de discussion. Et tout ça est centralisé par l'avant du cerveau dont je vous parlais tout à l'heure, le cortex frontal, qui joue le rôle de plaque tournante parce qu'il a des prolongements, des grands neurones qui vont toucher toutes ces régions distantes du cerveau et leur dire maintenant on travaille ensemble. Donc la question de synchronisation et d'unification semble également centrale. Ce sont des mécanismes extrêmement fins qui mobilisent des synapses, des milliers de neurotransmetteurs, des jeux de molécules qui d'un seul coup sont orchestrés d'une façon extraordinaire, et ça a dû forcément être sélectionné pour un avantage que ça a procuré aux êtres vivants qui ont commencé à en être dotés. Tout ça au milieu de 100 millions de milliards de connexions neuronales. Voilà, on a à peu près 1 million de milliards de synapses, de connexions entre neurones, et certaines vont être sélectionnées pour participer à cette conversation conjointe entre plusieurs des zones de notre cerveau. Ça a probablement commencé il y a quelques dizaines de millions d'années, peut-être plus. Le célèbre neurologue Antonio Damasio, qui est vraiment le fondateur d'une théorie unificatrice de la conscience, identifie un substrat de la conscience qui est le tronc cérébral. C'est une partie de notre système nerveux qui est entre la moelle épinière et le cerveau, et qui est présente chez les premiers vertébrés. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le tronc cérébral, c'est que vous avez des neurones qui créent une représentation numérique, sous forme de décharge électrique, en temps réel, de tous les états internes de notre corps, la glycémie, la tension artérielle, la concentration en sels minéraux. Tout ça est représenté dans un espace numérique dans le tronc cérébral, si bien que Antonio Damasio parle d'un deuxième soi. On a un soi corporel et un soi neuronal, et les deux sont en interaction. Et il semblerait que lorsque l'équilibre du soi corporel dévie, par exemple quand on a faim, quand on manque d'énergie, à ce moment-là, eh bien le soi numérique, neuronal dans le tronc cérébral se rend compte qu'il y a un écart, et de cet écart naît une préoccupation consciente, une émotion au départ.
l'émotion est le premier vecteur de la conscience. Et ensuite, cette perception... C'est important ce que vous dites Oui. là. L'émotion est le premier vecteur de la conscience. Oui, les premières choses dont nous avons eu conscience, nous, l'être vivant à l'échelle des millions d'années, ce sont nos émotions basiques, la faim, en fait, ça ne même pas des émotions à la fin, des sensations La de peur. faim, la peur est une émotion. D'abord la faim, la soif, la douleur. Voilà. Et ensuite, tout ça est travaillé par des parties du cerveau plus élaborées qu'on rencontre chez les mammifères, des parties du cerveau qui donnent lieu à de vraies émotions, la peur, la tristesse, la joie, le dégoût, la colère. Et tout ça augmente l'éventail des possibilités de réaction et de communication avec les autres. Parce que se pose la question, finalement, quel est l'avantage que nous procure le fait d'avoir une conscience et de pouvoir se dire, bah, je pense donc je suis avec d'autres, j'échange avec eux. Et là se pose la question de la liberté, en fait. On s'achemine vers une idée de la conscience comme une représentation du monde qui est dynamique, qui est intériorisée et qui peut aussi simuler des avenirs possibles. Si vous dites, voilà, en ce moment j'ai ce problème à mon travail, il y a cette personne qui se comporte pas bien, il y a cette autre qui est par contre très très enthousiaste, voilà la situation, je l'intériorise, je me la représente, tout ça fait agir votre partie frontale du cerveau, et à partir de là, ces représentations de la situation réelle peuvent être modulées pour imaginer ce qui pourrait changer. Et vous pouvez créer 1000 scénarios, et au final choisir celui qui vous paraîtra le plus adapté. Tout ça ne peut se passer que dans des représentations conscientes comme un théâtre intérieur. Et donc le choix ne peut s'opérer que dans la conscience, et le choix est instrument de liberté. Je pense à une phrase de Bergson qui disait « On n'est jamais autant conscient que lorsqu'on doit faire des choix épineux ». Et effectivement, confronté à des choix, on doit se représenter consciemment différentes options, et ce serait peut-être l'intérêt d'avoir tout cet immense cerveau et toutes ces synchronisations de neurones, finalement, parce que ça coûte de l'énergie, ça coûte aussi beaucoup en termes d'évolution, parce qu'en développant un gros cerveau, on développe plein d'autres choses, la sensorialité, les armes de prédation que peuvent avoir des grands fauves, tout ça, quand on développe un cerveau, on renonce un peu à ces armes-là. Donc il faut que la conscience apporte un plus. Et ce plus, à mon sens, c'est la liberté. Merci Sébastien Boller. Allez-y les LML. Les LML trio vont nous accompagner pendant toute la soirée, inspirés par tout ce que nous racontent ces scientifiques qui frappent notre imaginaire. Et tout ce discours scientifique inspire aussi les artistes peintres. Je vous présente MG La Bomba, qui est un street artiste et qui va aussi, tout au long de cette soirée, nous peindre ce que lui inspirent toutes ces sensations qu'il peut éprouver en écoutant les scientifiques. Merci MG La Bomba. Au travail. Pierre-Louis, vous êtes le philosophe de la bande. Alors, comment ça vous fait réagir, vous, en tant que philosophe, tout ce qu'on vient d'entendre? Je suis un peu inquiet, en fait. Inquiet parce que la science est en train de matérialiser la conscience, alors que la philosophie a cherché pendant des millénaires non pas à la matérialiser, mais à l'essentialiser. C'est-à-dire à en faire comme une espèce de définition suprême de l'homme, de l'humain, pour l'opposer à ce qui peut-être, en tout cas a été perçu comme tel à l'époque, n'avait pas la conscience, c'est-à-dire l'animal.
On sait depuis, grâce justement aux sciences, que les frontières sont en train de bouger et que cette définition de la conscience comme étant l'apanage de l'être humain est en train peut-être de voler en éclats. Alors cette matérialisation à laquelle nous avons droit, grâce effectivement à ces instruments technologiques formidables dont Sébastien a parlé, ont déjà depuis très longtemps laissé l'imagination, enfin donné libre cours à l'imagination de certains artistes qui ont croisé leur chemin avec la philosophie. Et en écoutant Sébastien, je me suis souvenu, j'ai fait quelques efforts de mémoire dans la conscience que j'ai de l'histoire des arts, je me suis souvenu de ce tableau magnifique de Jérôme Bosch, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle L'extraction de la pierre philosophale, où on voit quelqu'un qui, sur un tableau, c'est au début du XVIe siècle, la mémoire en tout cas, est en train d'essayer d'extraire du cerveau d'un homme une petite pierre qui serait en quelque sorte le condensé de sa sagesse. Cette idée d'un condensé d'une sagesse ou d'un condensé d'une conscience nous rappelle un peu la définition de la conscience qui est quand même le grand principe fondamental de la philosophie. C'est que la conscience est un capital qui se développe au cours de l'histoire humaine. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, Marie-Odile a plus de conscience aujourd'hui qu'elle n'en avait peut-être il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et cette idée d'un capital personnel, humain, très subjectif, comme l'a dit effectivement Sébastien, c'est la grande fascination, c'est-à-dire que la conscience, d'un point de vue philosophique, va se travailler, elle va se développer. Elle n'est pas juste, effectivement, ce substrat biologique qui nous fascine tellement, elle est un travail de soi sur soi, d'un travail de soi surtout avec les autres. On saura se souvenir que le mot conscience signifie quand même, étymologiquement, savoir avec. Alors avec qui? D'abord avec soi-même. Le fait de savoir soi-même que l'on pense, par exemple. C'est la phrase de Descartes que Sébastien a rappelé, je pense donc je suis, mais aussi le fait de savoir avec les autres, de savoir partager. Au fond, les grandes consciences sont des consciences collectives. Nous sommes conscients, tous ensemble, d'un événement qui est en train de se produire et nous allons partager des représentations. Et enfin, ce qui m'inspire, c'est le neuropolar que Sébastien a écrit, c'est qu'il y a comme, à un moment donné, une frontière. Nous ne savons pas bien, Sébastien l'a rappelé, nous sommes face quand même à un très très grand inconnu, nous avançons, nous tâtonnons, il y a des hypothèses, des travaux de recherche, effectivement, d'Amadio et tous les chercheurs dont Sébastien fait partie, mais nous ne savons pas très bien, et c'est cela qui va inspirer énormément de créations artistiques. Et en écoutant le début, ou un morceau de ce roman, m'est revenu à l'esprit cette nouvelle absolument magnifique de Philippe K. Dick, qui a donné naissance à Minority Report, un de mes films personnels favoris, je dirais, où on voit cette pre-crime office qui intervient juste avant la création du crime, justement, c'est-à-dire qu'ils anticipent ce qui va se produire. Comme si nous pouvions finalement aller, je dirais avec un langage moderne, télécharger la conscience, la capturer la conscience d'un individu pour prévoir, et ça c'est une grande découverte aussi, la conscience finalement n'est pas que rétrospective, elle va nous permettre de prévoir et d'imaginer les fameux scénarios dont il a été question, et donc si vous vous souvenez du film, il s'agit d'anticiper les actes criminels et d'intervenir juste avant. Donc se repose évidemment et se pose cette question essentielle, c'est plus nous en saurons sur la conscience, plus nous aurons la question de l'usage. Quel sera le bon usage? Et enfin, si vous vous souvenez de cette lecture magnifique, Emma Bovary, on sait qu'au XIXe siècle, la matérialisation de la pensée et de l'esprit était là aussi déjà une espèce de grand idéal scientifique qui a donné naissance à on en trouve parfois sur les bruits de grenier et les brocantes, qui a donné naissance à des objets qu'on appelait les bustes phrénologiques, où l'on voit sur le crâne d'un être la représentation des émotions, des pensées ou des processus. Et dans ce roman, à un moment donné, Emma, qui est mariée donc à Charles, le médecin, regarde ce buste phrénologique et le décrit, enfin c'est Flaubert évidemment qui le décrit, et quelques centaines de pages plus tard, le buste phrénologique s'est écaillé, il a perdu de son buste en quelque sorte. Comme si, c'est évidemment au plan symbolique qu'il faut l'interpréter,
comme si la connaissance qui avait essayé d'approcher d'un peu plus près les méandres de l'idéation, comment se fabrique l'idée, comment se fabrique notre pensée, comment se fabrique notre conscience, comme si nous nous en rapprochions toujours plus sans jamais atteindre cet objectif. La grande rupture que nous avons aujourd'hui, bien sûr, avec les grandes découvertes des neuroscientifiques, c'est que nous avons beaucoup plus de certitudes, même si certainement elles seront dépassées tôt ou tard par d'autres connaissances qui vont intervenir. Et il y a entre la science et la philosophie sur le sujet de la conscience, à la fois comme une rivalité, puisque pour beaucoup de philosophes, c'est un peu, je dirais, le territoire absolu, le territoire presque sacré. C'est là où se travaille l'humain, la subjectivité, l'être, la différence, la liberté, effectivement, le sujet absolu qui me différencie d'un autre, et en même temps, une difficulté à désigner et à définir. Tout à l'heure, j'adorais la première question que Marie-Odile a posée à Sébastien, puisque Sébastien a dit « je ne sais pas tout à fait ». Et pour un philosophe, en réalité, on ne sait pas non plus vraiment définir très précisément cette notion de conscience. Les neuroscientifiques marchent sur votre plate-bande, mais ils n'en savent pas plus que vous. Et on est très contents. On est très contents. Et vous êtes très contents. Et maintenant, j'appelle Stéphane Douady. Bonsoir. Stéphane Douady est physicien et vous allez voir que ce soir on va s'interroger sur la conscience avec plusieurs disciplines scientifiques. Donc un neuroscientifique, ici c'est un physicien et tout à l'heure vous allez avoir un mathématicien et vous allez voir que les choses prennent de l'ampleur avec ces visions qui ne sont pas les mêmes cheminements de recherche. Alors Stéphane, moi aussi je vais poser la même question. C'est quoi la conscience pour vous? J'aurais une réponse qui est commune, effectivement. C'est d'abord essentiellement quelque chose de très subjectif. C'est-à-dire, on a conscience seulement de nous-mêmes, de ce qui est à l'intérieur de nous. Et à la limite, si je suis provocateur, je n'ai aucune idée si vous êtes conscient ou pas. Et c'est vrai, je suis assez gentil pour vous prêter la même propriété que je me connais à moi-même. Et ça a l'air de bien fonctionner. Mais je n'ai aucune véritablement perception de votre conscience. J'en ai des signes avec lesquels je peux échanger de manière par sympathie, justement, qui est un phénomène extrêmement important. Mais c'est tout. Donc ça reste essentiellement subjectif. Alors, du coup, on peut se demander, pour revenir à l'origine, d'où vient la conscience. Et moi, je peux aussi revenir à l'origine de mon intérêt pour le sujet, parce que pourquoi un physicien s'intéresserait à ça? Et en fait, c'est parce que je m'intéressais à des dunes de sable. Ça n'a rien à voir. Les dunes de sable, bon, on a du mal à prêter de la conscience aux dunes de sable. Mais j'ai un ami, biologiste, j'ai montré un film de comment est-ce qu'une dune de sable avance rapidement, et elle me dit « Ah, mais en fait, elle est vivante. » Alors pourquoi est-ce qu'on peut penser qu'elle est vivante? Et en fait, du coup, j'ai réfléchi sur la question, et c'est quoi un objet vivant? Essentiellement par rapport à un objet, on va dire, inanimé, justement. Et un objet vivant, comme nous, c'est quoi? C'est quelque chose qui se maintient identique à lui-même, mais par un perpétuel renouvellement. Donc nous, on est à peu près identique à ce qu'on était il y a une heure, la veille, il y a un an. Bon, ça change un peu, quand même. Mais en fait, on se renouvelle en permanence. Et la trace de ce renouvellement, c'est qu'on a besoin de respirer, à peu près toutes les 3 minutes, sinon ça va pas, de boire à peu près tous les 3 jours, et de manger à peu près tous les 3 mois. Plus souvent, sinon. Mais voilà. Et donc un objet vivant, si on part du départ, c'est ça, c'est quelque chose qui se maintient, mais par un flux et par donc une consommation de l'extérieur. Et donc la première cellule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a besoin de l'environnement pour manger, pour tout pareil. Et ça veut dire qu'effectivement, elle va être sensible à son environnement. C'est-à-dire que si on met une cellule ou une bactérie dans un milieu qui a le plus de sucre ou moins de sucre, eh bien, il faut qu'elle s'adapte. Et donc elle va changer à l'intérieur. Et ça veut dire que l'intérieur de la cellule, même la première cellule, a déjà une sorte change en fonction de l'environnement. Et ça veut dire qu'en fait, elle a déjà une sorte de représentation de l'environnement. Si je change l'environnement, elle change à l'intérieur. Et donc on peut faire le lien entre les deux. Ça, c'est la première cellule. Si on fait un organisme multicellulaire, donc ça devient de plus en plus compliqué, il faut que les choses se coordonnent. Et donc, à bout d'un moment, on ne sait plus coordonner les choses directement, par contact.
il y a ce qu'on appelle des nerfs qui apparaissent dans tous les animaux, c'est-à-dire que il y a des cellules qui sont spécialisées pour justement sentir l'extérieur et du coup induire une réaction un peu plus profonde. Après, ce système-là, comme Sébastien l'a décrit, se concentre, se complexifie. Il y a un centre qui apparaît, des centres nerveux, déjà au début au niveau des membres, par exemple les 1000 pattes ont déjà des centres nerveux qui coordonnent les pattes entre elles. Et là tout se coordonne, donc il y a un cerveau qui apparaît, on va dire. Et donc dans ce cerveau, il y a effectivement toute la représentation du monde que l'objet vivant perçoit. Mais si tous les neurones qui sont des objets, donc des choses qui... En tout cas, il y a des neurones sensoriels qui sont ressentis à l'avenir, l'extérieur, en fait, s'ils sont tous les uns avec les autres, on peut très bien imaginer qu'il y a quelques neurones qui se mettent à sentir ce que les autres neurones font. Et donc, en fait, c'est ça, comme ça que j'interprète la variation du cortex, du néocortex, c'est-à-dire des neurones qui, en fait, ne sont plus câblés sur le monde extérieur, mais sont câblés sur le reste du cerveau. Et ça, c'est une manière de comprendre, pour moi, simplement, l'apparition de cette conscience. Alors que Alors, ce qu'il faut voir après, c'est que quand on regarde comment est-ce qu'on fonctionne, là vous entendez de la musique et tout de suite vous savez que c'est un téléphone maintenant. Et donc en fait, vous vous rendez compte que la manière dont un cerveau fonctionne, c'est par association. Et donc quand on est petit, on n'a pas la conscience grandit, mais on n'a pas forcément une grande conscience de soi. Un bébé, c'est pas très compliqué. Il y a des signes. Moi j'ai un fils qui a 18 mois, donc j'ai regardé de près comment ça marchait. Et il y a un moment, je me suis dit, ah, il commence à avoir conscience de lui-même. Et en fait, c'était le moment où il commençait à hésiter. C'était pas justement une réponse directe, mais tout d'un coup, avant de crier, avant de pleurer, il avait un petit moment d'hésitation. Je me dis, ah, il a commencé à avoir une idée de lui-même et donc un choix. Et donc alors donc on apprend comme ça, et puis après on grandit. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on acquiert énormément d'informations sur le monde extérieur. Donc quand on dit la conscience grandit, notre cerveau grandit, c'est qu'on accumule toutes les expériences passées, et toutes ces expériences passées, on en fait des liens. On dit, par exemple, voilà, maintenant une petite musique, c'est un téléphone portable. Ça, il y a 30 ans, ça n'existait pas, et donc vous ne pouvez pas faire ce lien. Vous tiens, quelqu'un qui a... C'était quoi, 30 ans, c'était un Walkman, voilà. Donc tous ces liens-là se font par l'expérience qu'on a, et elles changent d'ailleurs en fonction de notre âge, mais aussi des époques. Et ce que fait le cerveau, du coup, c'est effectivement, il essaye toujours, en permanence, de savoir qu'est-ce qui se passe autour de lui. Et par exemple, l'intérêt, c'est ça, c'est de prévoir l'avenir, c'est-à-dire, l'intérêt, c'est de dire, ah ben s'il y a du vent, je sais que je vais avoir froid, et donc je m'habille. Et donc c'est toujours associé, il y a du vent, il fait gris, il va pleuvoir, je vais avoir froid, je m'habille. Et donc ça, c'est basé sur l'expérience passée, et ça sert en fait effectivement à prévenir l'avenir et à s'y adapter beaucoup. Et tout ça, alors ces associations-là, on n'en a pas forcément conscience, mais elles nous guident énormément. Donc par exemple, je peux vous montrer, on ne s'en rend pas compte parce que justement on se base dessus, et surtout paraît évident, mais en fait il y a toujours un travail du cerveau qui dit, ah je vais faire sur plein de choses, et ça me donne en fait ce qui va se passer. Donc par exemple, là j'ai un exemple, mais il y a des choses surprenantes qui peuvent arriver, donc j'en ai un exemple ici. Ah, il va nous faire chanter le sable. Est-ce que tu peux m'aider, quelqu'un peut m'aider à tenir les micros? Donc tout le monde a joué au bac à sable, je suppose, ou à la plage. Et donc voilà, on a joué au sable, donc on a une expérience du sable. Maintenant si je fais ça... Vous voyez, il y a eu du bruit. Et ce bruit-là, alors, quand on est un Européen normal, c'est surprenant, justement. Parce que c'est pas associé du tout à ce que fait le sable. Là, il a fait du bruit. Et donc, on peut continuer comme ça. Ah, il y a les musiciens qui ont envie de jouer de la musique avec... Vous pouvez faire un petit concert ensemble? On peut essayer? Ouais, essayez. Là, on voit qu'on peut faire du son avec le sable.
Et effectivement, dès qu'on fait du son, on peut faire de la musique. Ah, pardon. Dès qu'on peut faire du son, on peut faire de la musique. Enfin, on peut essayer en tout cas. Bon. En rythme avec la musique, s'il te plaît, Sébastien. Quoi? Vous entendez les musiciens Oui, oui. Oui, oui. Oui. Vous n'arrivez pas à vous mettre en rythme. Eh ben, tu peux pas faire des notes de musique? Essaye, do, ré, mi, fa. Ah, c'est incroyable. Oui. Ah, il n'en peut plus. Bravo. Allez-y, Hélène. On salue le... Merci beaucoup. En fait, si je peux, Oui? je voulais dire justement que ça, quand on entend, alors là, je vous fais juste sonner un petit bout de sable, donc c'est pas forcément très impressionnant, mais quand vous êtes sur une dune et que c'est toute la pente d'avalanche qui sonne, c'est un son absolument énorme, et c'est effectivement fascinant, parce qu'on n'a jamais entendu de dune qui chante dans notre habitude. Et par contre, si on discute, mais ça c'est notre propre expérience, c'est-à-dire que si on discute avec des éleveurs qui habitent juste à côté, eux, ils savent bien que la dune fait du bruit en avançant, et ça les surprend pas du tout. Mais c'est pas n'importe quelle dune. Non, c'est dans les bords de certains déserts, où le sable il fait un petit peu humide, et où le sable se mélange avec du vieux sable et du sable frais, et qui en plus passe par du sel. Donc ça donne plein de conditions qui sont assez difficiles pour obtenir. Et quelle relation tu fais avec la conscience alors, hein? Qu'on est ici en train de faire le spectacle. Non. Et ce que je voulais dire, c'était essentiellement ça. C'est que on a des associations qui là sont brisées. Et donc on peut tout d'un coup faire apparaître l'intérêt et la surprise. Alors que d'habitude, toutes les associations qu'on a ne sont pas brisées. Et du coup, on n'en a pas conscience en fait. On perd l'habitude de toutes ces associations-là. Et il y a un des problèmes, et quand on dit... Quand on fait de la méditation par exemple, on peut essayer de revenir à comment est-ce que la conscience, c'est-à-dire le cortex, au lieu d'essayer de traiter des problèmes qui est de dire qu'est-ce que je vais dire à mon voisin, ou qu'est-ce que je vais dire maintenant dans 10 secondes à tout le monde, on peut essayer de revenir à vraiment l'origine de la perception et du coup prendre conscience de tout le cheminement intellectuel qu'il y a dans le cerveau. Et par exemple, alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on parlait de la conscience pour aider en fait, par exemple, à la réflexion. On va dire, je vais réfléchir aux différentes situations et je vais du coup essayer de trouver la meilleure, et c'est comme ça que je réfléchis beaucoup. En fait, moi en tant que scientifique, je ne travaille pas comme ça. Je suis quelqu'un d'extrêmement intuitif. Et je ne sais pas si vous connaissez, entendu parler de l'intuition, c'est-à-dire en fait, je me pose une question, ça me perturbe. Par exemple, c'était pourquoi est-ce que le sable chante? Voilà. On travaille pendant 6 mois, on n'y arrive à rien. Et en fait, inconsciemment, j'arrête de réfléchir. Et tout d'un coup, un matin, je me réveille et en me disant « Ah mais oui, je sais, il faut que je trempe mon sable dans du sel pour le faire chanter. » Et je suis tout excité, je pars au labo, j'essaye. Bon, ça marche pas la première fois, évidemment. Mais je me dis « Ah, il y a de la poudre de sel, il faut que j'enlève le sel. » J'enlève le sel et pouf, ça marche. Et du coup, il y a des collègues qui sont énervés, qui me disent « Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Sur quelle preuve scientifique tu t'appuies? » Aucune, j'ai dit, je sais pas, je me suis habillé comme ça, et voilà. Et ça fait pas très sérieux. Et du coup, je me suis mis à réfléchir. Je me suis vraiment réfléchi sur d'où venait cette idée, qui était bonne, parce que ça a marché, mais d'où venait cette idée.
Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, j'avais eu tout un processus rationnel, qui était un processus d'association, mais ce processus-là était complètement inconscient. Et tout d'un coup, à un moment, parce que j'essayais vraiment de trouver, ça me perturbait, j'essayais vraiment de trouver, de savoir pourquoi ce cerveau-là chantait et pas les autres. Et donc je travaillais dans l'arrière de ma tête, comme on dit. Ça travaillait, mais j'en avais pas conscience. Je pensais à autre chose. Oui, l'avant, oui, sûrement. Mais on n'en a pas complètement conscience. Voilà. Et parce que c'est l'avant qui fait les connexions entre les différentes possibilités. Quoi. Et alors pourquoi je me suis dit, mais alors pourquoi est-ce que c'est inconscient? Parce que justement, quand on parle de la conscience, on a tout de suite le revers de la médaille qui est l'inconscient. Donc la psychiatrie et la psychanalyse nous ont bien développé. Et en fait, je me suis dit, donc là c'est une vision simple, j'ai une réflexion rationnelle et j'en ai pas conscience. Et ce qui m'a fait comprendre ça, c'est que j'ai écouté un séminaire d'une collègue qui travaille sur la perception justement du langage par les petits-enfants et qui dit qu'ils ont montré que, par exemple, c'est difficile, hein. Moi quand je vous parle maintenant, ça marche très bien, a priori, hein. J'ai l'impression que ça marche. C'est-à-dire, je dis des mots, et en fait, tout de suite, votre cerveau travaille tellement bien qu'avant même que j'ai fini le mot, la plupart du temps, il a déjà deviné ce que j'allais dire. Et vous voyez tout de suite ce que je veux dire dans votre cerveau, et donc la communication est très efficace. Maintenant, donc on a l'impression de communiquer directement de cerveau à cerveau. Je vous donne, par exemple, je vous communique une émotion ou une image. Mais quand on est un bébé, si on se met à la place d'un bébé, qu'on ne sait même pas comment parler, et qu'on n'a pas toutes les expériences qu'on peut communiquer, comment est-ce qu'ils finissent par apprendre? Donc ça, c'est effectivement très difficile. Et il y a un moment, ils ont fait cette étude, ils se sont rendus compte que le premier moment, c'est de découper les mots, et après, une fois qu'on a découpé les mots, arriver à reconnaître les mots. Et quand on commence à reconnaître un mot, on se rend compte que, si je dis, je sais pas, éléphant, vous avez tout de suite l'image de l'éléphant qui vous s'allume chez vous. Mais en fait, on peut commencer, si on dit et, il y a plein de possibilités, et on se rend compte que toutes ces possibilités s'allument. Puis élé, il y a un peu moins de possibilités. Et puis élève, alors là, élé, ça peut être Éléonore. Élève, ça devient un peu plus rien. Et en tout de suite, on dit, ah, bah, s'il y a plus de contexte, c'est-à-dire si je suis en train de vous raconter des vacances en safari, je dis élève, tout de suite vous pensez éléphant, c'est facile. Et... Merci, parce que j'ai l'impression que toi, tu peux raconter tes vacances, là. Je voulais juste finir. C'était Et pourquoi, ça explique pour moi pourquoi le fait qu'on est inconscient. C'est qu'en fait, la conscience, comme on avait dit, c'est unique, quelque chose de relativement unique. On ne pense qu'à une seule chose. Et ça, c'est vraiment un problème, je veux dire. On ne pense qu'à une seule chose. Alors que là, en fait, le cerveau, il traite plein de perceptions en même temps. Et en plus, il essaie de les associer en même temps. Il dit, est-ce que c'est celle-là, est-ce que c'est pas celle-là, est-ce que c'est celle-là? Donc il y a plein de possibilités. Là, tu vas danser le rock maintenant. Voilà. Et il peut pas toutes les prendre en même temps en compte. Et donc à la fin, il ne va en prendre qu'une en compte, qui est celle de la décision. Donc, alors, l'intérêt évolutif, donc là, les gens réfléchissent, pourquoi est-ce qu'on n'a qu'une conscience que d'une seule chose? Ouais, c'est parce qu'à cause d'un intérêt évolutif, c'est-à-dire... C'est-à-dire que quand il faut partir en vitesse, voilà, quand on va s'asseoir, il ne faut pas que j'hésite très longtemps, et donc j'ai qu'une seule solution. Merci. Stéphane Boisy. Et maintenant, j'appelle Stéphane Dubofson. Ouais, bravo. Alors, Stéphane Dubofson, vous êtes mathématicien. C'est exact. Et vous avez aussi beaucoup réfléchi sur cette question de la conscience. Ben oui, je continue. De la conscience, nous avons tous une expérience directe, immédiate. Et cette expérience directe, instantanée, elle fait de chacun de nous... C'est la première fois que je fais du théâtre, mais non, mais c'est mieux que tu sois... Je ne sais pas quel rôle faire. C'est mieux que tu sois là, parce que comme ça, il y a les... Mets-toi là, voilà dans le bac à sable. Très bien. Et je disais, cette expérience directe de la conscience, elle fait de chacun de nous le spécialiste irremplaçable de ce que c'est que pour lui que d'être conscient.
Et par conséquent, il y aura toujours une grande diversité de points de vue sur la conscience, selon nos options philosophiques, religieuses, scientifiques, etc. Il y aura toujours une immense variété de conceptions. Et évidemment, nous sommes dans une époque très particulière du point de vue de la conscience, du fait du développement extraordinaire depuis quelques dizaines d'années, mais qui va en s'accélérant, des neurosciences. Et dans les débats sur la nature de la conscience, les neurosciences, très naturellement, parce que les résultats obtenus sont absolument fascinants, vont avoir un poids considérable. Mais il ne faudrait pas en quelque sorte, qu'ils monopolisent la perspective sur la conscience. Et il me semble absolument indispensable d'associer, disons, aux sciences de la conscience, que je mettrai au pluriel, aussi bien les philosophes dans leur diversité, les psychanalystes, les mystiques, les artistes, enfin, tout le monde a finalement quelque chose de singulier à dire sur la conscience. Alors, moi, en tant que mathématicien, ce dont je vais vous parler maintenant, ce sont des choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement. Je ne vais pas développer une théorie mathématique prouvée scientifiquement de la conscience. Je vais simplement proposer quelques pistes de réflexion inspirées par les mathématiques, mais qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'inspiration que de quelque chose de prouvé et d'établi définitivement. Voilà, cette image pour représenter une diversité de points de vue possibles et le fait qu'il y aura toujours des conceptions différentes. La difficulté pour définir la conscience, Marie-Odile a posé cette question aux différents intervenants précédents, qu'est-ce que la conscience? La difficulté à définir la conscience vient peut-être de ce que la conscience se trouve entre deux extrêmes. Je dirais l'extrêmement complexe. On dit parfois que le cerveau est la structure la plus complexe que l'on connaisse dans l'univers. Je ne sais pas si c'est vrai, peut-être. Sur la Terre, au moins. Oui, mais sur la Terre, peut-être que l'humanité est une structure encore plus complexe qu'un cerveau, je ne sais pas. Mais voilà, l'extrême complexité du cerveau. Et puis, à l'autre extrême, il y a le fait que la conscience, c'est une évidence absolue. C'est notre expérience directe, instantanée. Et donc, et je pense que la difficulté de ce côté-là est au moins aussi grande que de l'autre côté, c'est que la conscience, c'est infiniment simple en un sens. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas la saisir aussi. Et du côté de cette simplicité, de cette espèce de zéro, eh bien, on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle un axiome en mathématiques. En fait, une notion première. Et si la conscience est une notion première, ça veut dire que lorsqu'on va vouloir la définir, on va tomber sur une boucle. En fait, si vous regardez les définitions de la conscience, eh bien, elles sont toujours plus ou moins circulaires. Être conscient, c'est être sensible, c'est connaître quelque chose, etc. Mais connaître, c'est savoir, et savoir, c'est être conscient. Donc, ces définitions circulaires de la conscience, peut-être qu'on ne peut pas faire autrement s'il s'agit de la nature essentielle de la conscience que de tomber dans ces cercles-là. Alors, il s'agit de le prendre au sérieux, et c'est un point commun que la conscience a avec un certain nombre d'autres concepts fondamentaux, comme l'existence, par exemple. D'ailleurs, il y a des liens très forts entre la conscience et l'existence, parce que de la même façon qu'on ne peut définir l'existence que par l'existence, qu'est-ce qui se passe ? De la même façon, on ne peut définir la conscience que par la conscience. Il y a cette circularité. Et alors, voilà, quand j'ai su que j'allais monter sur les plans, je me suis dit, je vais quand même. C'est le sable qui. Voilà, il sonne plus, il crie. Là. Être ou ne pas être.
Telle est la... Je me suis dit qu'il fallait absolument que je le dise. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Quelles sont les causes de l'existence? Et pour la conscience, ça va fonctionner à peu près de la même façon. Lorsque nous cherchons les causes de l'existence, eh bien, on cherche des causes réelles, on cherche des causes existantes. Parce que si on trouvait des causes qui n'existent pas à l'existence, on ne serait pas très satisfait. Et donc, ça veut dire que si on cherche des causes existantes à l'existence, ça veut dire que on ne peut être satisfait par une éventuelle réponse à cette question que si on cherche les causes de l'existence dans l'existence. Et effectivement, c'est un type de réponse possible. La cause de l'existence, c'est l'existence. Voilà. Cette circularité, elle est sa propre cause. Hein. Les choses qui sont leur propre cause, Spinoza disait... Les mathématiciens, par rapport à ce qui est circulaire, sont à la fois très attirés et en même temps s'en méfient. C'est un peu comme la vague du surfeur. Il s'agit de surfer sur elle sans être englouti. Mais on en connaît plusieurs qui ont été engloutis. Mais voilà, c'est possible en tout cas. C'est peut-être pas possible dans le cadre de la théorie classique des ensembles, mais il y a une variante de la théorie des ensembles, ce qu'on appelle les hyper-ensembles, dans lesquels il est possible qu'un ensemble s'appartienne lui-même. Et le philosophe disait qu'il n'y a pas de plus grand bien que de s'appartenir soi-même. Le plus simple de ces hyper-ensembles, c'est un ensemble oméga qui a un seul élément, il apparaît ici à l'écran, il a un seul élément et c'est lui-même. Alors si il est son seul élément, en remplaçant oméga par son expression, on obtient la deuxième expression qui est là, et on peut la poursuivre à l'infini. Et au bout de cet infini, qui fonctionne aussi bien pour l'existence que pour la conscience, pour la conscience, ça donne quelque chose du genre être conscient, c'est être conscient, d'être conscient, d'être conscient, d'être conscient, d'être conscient, d'être conscient, à l'infini. Au bout de cet infini, il y a peut-être rien. Peut-être... Il y a un bout à l'infini. Il y a peut-être rien, il y a peut-être pas... Il y a des passages à la limite qui sont parfois possibles. Peut-être qu'il y a d'autres infinis plus denses encore. Mais au fond, voilà, être cause de soi, c'est ce que Spinoza mettait du côté de la liberté. Être libre, c'est être cause de soi. Et la formule avec un hyper-ensemble qui vous a été proposée là à l'instant, on pourrait la voir comme une proposition pour une formule mathématique de la conscience pure, c'est-à-dire la conscience qui n'a pas d'autre objet que d'être conscience à l'infini et en même temps instantanément. C'est ce que j'appelle personnellement les miracles, les choses qui sont causes d'elles-mêmes. Alors, qui dit cause de soi, être cause de soi, d'une certaine façon ne pas avoir d'autre cause que soi-même, c'est être hors du temps aussi. Ça veut dire que la conscience pure dont je parle là, elle est hors du temps. Mais comment s'articule, comment se relie ce qui est hors du temps et ce qui est dans le temps? Nous nous déployons dans le temps et ces structures cérébrales, les structures psychiques, les structures sociales se déploient dans le temps. Comment s'articule l'intemporel et le temporel? Alors là aussi, les mathématiques ont des pistes à proposer. Par exemple, la notion d'espace. Bon, un espace, en tout cas avant Einstein, l'espace euclidien n'est pas changé, n'est pas affecté par ce qui s'y déroule. On peut faire plein de choses dans ce théâtre, et puis quand nous serons tous partis, l'espace, ici, au fond, sera le même que ce qu'il n'a jamais cessé d'être, du point de vue de cet espace euclidien. Une autre image, c'est celle du miroir, qui n'est pas affectée par l'image qu'il réfléchit. Le miroir peut réfléchir une infinité d'images différentes, mais en lui-même, il n'est pas affecté. Et alors, cette métaphore, si vous voulez, de la lumière et de la matière comme représentant les relations possibles entre la conscience et la matière, entre la conscience et le cerveau, par exemple, suggère quelque chose de c'est une piste à suivre sérieusement, parce que elle est compatible avec notre expérience quotidienne. Le fait de s'endormir, de s'éveiller, serait comme le fait d'être plus ou moins opaque, plus ou moins transparent à cette lumière.
De la même façon qu'il y a des matériaux, lorsqu'on les soumet à un champ électrique, ils deviennent opaques, et puis les conditions changent et ils deviennent transparents. Nous sommes nous-mêmes plus ou moins opaques, plus ou moins transparents à cette espèce de lumière, c'est métaphorique, à cette conscience pure. Voilà, alors cette manière de présenter les choses, elle est sous le signe d'une certaine dualité, la lumière et la matière, on pourrait dire aussi des aspects ondulatoires, des aspects corpusculaires, l'esprit et le corps. Mais ce dualisme, en physique, Einstein nous a appris qu'en fait l'espace est impacté par ce qui s'y déroule, pas peut-être à notre échelle, mais aux échelles considérées par la relativité. Et en réalité, cette dualité, par exemple la dualité entre la lumière et la matière, elle existe, elle est réelle, mais ça n'empêche pas qu'à un certain niveau, on puisse récupérer aussi bien la lumière et la matière dans une même unité. Donc je pense que c'est un point de vue qu'on peut avoir, et effectivement, moi je travaille sur des choses dont il m'est absolument impossible de parler ce soir, c'est trop complexe, mais des systèmes dynamiques dont certains sont en quelque sorte intemporels, d'autres temporels, et qui interagissent entre eux. D'ailleurs, les mathématiciens, lorsqu'ils inventent de nouveaux théorèmes, font un travail dans le temps de découverte et d'invention qui, d'une certaine façon, s'inscrit hors du temps. Bon, c'est quelque chose d'un peu paradoxal, mais voilà, je ne vais pas développer sur cet aspect. Et de toute façon, il est clair que notre ignorance est infinie et que notre savoir est troué. Et au fond, c'est ça qu'il s'agit de faire. Il s'agit de faire des trous dans le ciel de nos pensées pour pouvoir accéder à cette lumière hors du temps de la conscience pure. Alors, il y a un certain nombre de perceuses mathématiques qui permettent de faire cela. Mais avant de les présenter, je voudrais juste faire référence à... je crois que c'est Anaximandre qui pensait que le soleil et les étoiles étaient un même feu unique qui était aperçu à travers des trous dans le ciel. Alors, il y a un trou pour le soleil et puis des petits trous pour les étoiles. Mais derrière, c'était un même feu unique qui brûlait. Et ça, ce feu unique, par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est peut-être ce qu'il y aurait au fond, tout au fond, à l'infini, dans la conscience pure. Peut-être rien, peut-être des infinis tels que les mathématiciens les inventent et avec lesquels ils jouent et travaillent, et que sont par exemple les cardinaux transfinis de la théorie de Cantor. Vous savez ou vous ne savez pas qu'il y a une infinité d'infinis de plus en plus grands, et que pour tout infini, il y a des infinis plus grands encore. C'est comme ça qu'on devient fou. Éventuellement, si on n'était pas déjà au départ. Alors, je vais quand même vous indiquer deux perceuses auxquelles je pense. Donc, je sais que dans la salle, parmi vous, il y a un de mes étudiants. Alors, il se souvient peut-être, on l'interrogera après, sur la description du comportement des matériaux viscoélastiques par un produit de convolution. Donc c'est une intégrale. Mais lorsqu'on écrit cette intégrale, on y incorpore une fonction qu'on appelle mémoire. C'est la mémoire du matériau et qui permet d'exprimer l'impact sur la déformation présente de l'histoire passée, des contraintes qui se sont exercées sur ce matériau. Eh bien, il manque quelque chose quand on fait ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la mémoire du présent. Et pour pouvoir exprimer la mémoire du présent, eh bien, on doit faire appel à une fonction qui n'est pas une fonction au sens classique, telle que celle que vous avez pu étudier en classe de seconde ou de première. C'est ce qu'on appelle les distributions, et parmi lesquelles, au premier rang desquelles, l'impulsion de Dirac, dont on pourrait dire qu'elle représente la mémoire du présent. Cette impulsion de Dirac. Eh bien, cette impulsion de Dirac, vous la voyez là à l'écran, c'est une espèce d'intensité infinie pendant un temps infiniment court. Comme si pour accéder à la conscience, au fond la mémoire du présent, c'est quelque chose de cet ordre-là, il fallait quelque part faire appel à de l'infini avec cette impulsion de densité infinie, mais pendant un temps infiniment court qui est simplement l'instant présent. Et une deuxième perceuse, entre guillemets, c'est voilà, cette fonction f de t égale exponentielle de it au carré sur 1 plus t2. Alors, voilà, ça fait quoi i fois t au carré, donc c'est un nombre imaginaire pur, mais qui avec
l'instant T, donc avec le temps T, va aller de plus en plus vite. Alors le fait d'en prendre l'exponentielle, ça le fait tourner dans le plan complexe, mais ça le fait tourner de plus en plus vite. Bon. Et puis en divisant par 1 plus T2, ça ramène cette spirale vers un point, et au fond on va avoir un mouvement qui va se stabiliser de plus en plus. À la limite ça va être immobile, mais avec une vitesse infinie. Un mouvement totalement immobile doté d'une vitesse infinie. C'est là une des caractéristiques, je parlais des mystiques au début de mon propos, c'est là une des caractéristiques peut-être de la conscience pure que d'être à la fois totalement immobile et totalement dynamique. Alors pour conclure mon propos, comme j'ai surtout parlé de la conscience et quasiment pas de la pensée, je ferai juste remarquer qu'il y a des pensées inconscientes. Et je pense que aussi bien, peut-être en des sens un peu différents, les neuroscientifiques et les psychanalystes pourraient être d'accord, même si chacun pourrait s'accorder sur le fait que la conscience joue un rôle, évidemment, aussi dans la pensée. Mais il y a des pensées inconscientes. Et puis d'un autre côté, et on en a parlé plusieurs fois, c'est devenu quelque chose d'assez banal, il suffit de prendre le métro pour être zen, et entre Yoga Magazine et Nouvelle Clé, il n'y a pas de problème. Il y a une conscience sans pensée, c'est d'une certaine façon le fondement même de toute pratique méditative. Eh bien, je dirais que la pensée consciente, elle est quelque part à l'intersection de la conscience sans pensée et de la pensée inconsciente, et qu'elle circule entre ces deux pôles. Merci Stéphane. Alors, un petit tour du côté d'MG. Ouais, où en es-tu, MG, là? Déjà, bonsoir. Alors, je voulais vous dire que c'est bientôt fini déjà. Non, alors, donc je suis parti sur je suis spécialisé dans les paysages en perspective, donc c'est pour ça que je me suis permis de faire du paysage. Mais près de... Désolé, messieurs. Qu'est-ce qui se passe? Donc je suis parti sur l'inconscient. L'inconscient que j'apporte à mon cerveau. Je suis un rêveur. Je suis vraiment un rêveur. J'ai beaucoup de choses dans ma tête, beaucoup de paysages, beaucoup de couleurs. C'est très instinctif. Je suis un autodidacte dans ma peinture. C'est pour ça que je me suis permis de faire une silhouette d'un homme, d'une tête, avec son cerveau qui part dans tous les sens. Donc, un peu comme moi. Dans l'infini. Voilà, je pars dans l'infini tout le temps. Donc, et je veux mettre de la couleur. Je veux montrer qu'il y a de l'espoir dans l'inconscient, que il peut avoir un fond très lumineux, peut-être sombre autour. Donc, là, j'ai fait un peu d'espace histoire de faire un petit décalage. Moi, quand j'étais gamin, je suis parti voir un psy parce que j'avais trop d'imagination, parce que j'étais trop instinctif sur les choses. Pourquoi me mettre dans une case qu'on peut être tout simplement ce qu'on est? Et donc, on a des réflexes, on a plein de choses à apporter, et il faut en profiter. Merci. Alors, tu continues, MG, hein? Et puis, alors maintenant, je voudrais demander, où est-ce qu'il est, Pierre-Louis? À Pierre-Louis. Quelle réaction, le philosophe, avec tout ça, là, tout ce qui s'est dit, ça remue quand même. Je me suis senti extrêmement transporté et parti dans un voyage, en fait. Parce que, en écoutant les présentations de ces recherches, dont je n'ai pas tout saisi, heureusement, il y a eu le fait poétique qui est intervenu, puisque vous avez peut-être remarqué que nos amis scientifiques ont un talent hors du commun pour parler métaphoriquement. J'ai entendu donc la perceuse dans l'univers, et on pourrait croire que c'est juste une manière de vulgariser, comme on disait autrefois, c'est-à-dire juste de s'exprimer pour faire comprendre à un public des choses absconses. En réalité, je pense que notre cerveau a beaucoup plus de talent qu'on ne le pense sur ce sujet.
Et il y a un très grand philosophe des sciences qui s'appelle Hofstadter, qui travaille justement sur ces questions-là et qui dit comment, dans des circonstances où la pensée progresse, tâtonne, la recherche avance, sans avoir beaucoup de certitudes, elle cherche des infinis, elle met en avant beaucoup de paradoxes, notamment par rapport à la dernière intervention de notre ami mathématicien. Eh bien, seule la métaphore ou l'association va permettre à notre cerveau, à notre esprit plus exactement, pas notre cerveau bien sûr, mais l'esprit qui va s'en dégager, d'aller mettre ensemble des univers qu'on n'arrive pas à mettre ensemble. Et c'est le fait poétique à proprement parler. Quand vous lisez une poésie, quel que soit l'auteur poétique, eh bien vous avez des associations improbables, on pourrait presque dire hasardeuses, qui sont là de façon très contingente et qui vont créer un nouvel univers. Et les expressions que nous entendons, ce n'est pas la première fois dans un labo Origine que des scientifiques, de façon récurrente, s'expriment par des analogies, des images, des métaphores. On pourrait regarder dans le détail, bien sûr, mais pour l'instant, on fait un grand sac avec tout ça. Et c'est peut-être la seule façon aussi que nous avons par moment de devenir conscients de situations ou d'éléments qui nous échappent parce qu'on touche à l'infini de ce qu'on a entendu. Les grands mystiques auxquels il était fait référence ont la même expression. Ils vont être capables, je me souviens d'un texte magnifique de Saint-Augustin, à la fois de combiner le temps qui passe et l'éternité. Ce qui est un pur paradoxe, et dans le temps et dans le non-temps. Et à un moment donné, seule la formule imaginaire qu'on appelle poétique, et c'est pour ça qu'aussi nos artistes sont là, seule la manière poétique d'exprimer ces nouveaux territoires de recherche va permettre effectivement de nous donner une forme de représentation. Alors on se le représente, on ne le sait pas, c'est pas de la connaissance au sens strict du terme, c'est un peu une ouverture. Et quand on regarde le phénomène créatif, dans différents domaines, que ce soit la créativité scientifique, avec l'expérience de pensée par exemple, les expériences de pensée d'Einstein sont célèbres, mais il y en a énormément d'autres, ou quand on regarde la créativité, même appliquée dans le monde industriel, on voit au fond que tout ce qui va être de l'ordre de l'hybridation, c'est-à-dire de l'association d'éléments qui sont mariés, qui n'étaient pas au départ presque compatibles, et qui arrivent ensemble, vont donner naissance à une nouvelle existence, un nouvel objet peut-être, comme un téléphone. Est-ce un téléphone ou est-ce un ordinateur? Est-ce un objet qui diffuse de la musique ou est-ce un objet pour envoyer des messages? C'est ni l'un ni l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on a des univers qui viennent se combiner. Quand on regarde, quand on prend un peu de recul, la façon finalement dont notre cerveau était capable de générer ces associations, telles qu'on vient de les entendre aussi à travers le fait du langage, on a là l'avancée de la pensée. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste dans la conscience, on est dans la pensée. Et d'une certaine manière, penser va arriver. Alors, peut-être écouter son intuition, comme on le disait, doit dit tout à l'heure, de façon intuitive, disait-il, il parlait comme ça vient en lui. Mais c'est aussi de poser de manière consciente, effectivement, de la pensée sur ces éléments qui se produisent en nous et qui font des associations imprévisibles. Et donc accueillir ces éléments, ces univers à travers les mots, parce qu'il faut s'exprimer par des mots, la plupart du temps en tout cas, c'est justement là qu'on va poser une nouvelle pensée. Et donc là, Hofstadter qui travaille là-dessus et qui dit il n'y a pas de pensée objective, ça n'existe pas. Il n'y a que des pensées subjectives, et les plus grands objectifs, entre guillemets, peut-être comme un mathématicien qui travaille sur un langage non métaphorique, des chiffres, des cibles, des symboles, on a vu Oméga, quand il commente, quand il en parle, on entend qu'il ne peut pas se passer de ces associations d'images métaphoriques. Et donc ce sera juste mon dernier mot, Mario-Dick, c'est que le mot poésie vient d'un verbe grec absolument magnifique, poiein, qui veut dire créer. Le poète, c'est celui qui crée. Et en fait, c'est pas juste le poète qui écrit un poème. On a des grands poètes en fait sur cette scène, parce que ce sont des gens qui créent un nouvel univers en associant
des mondes qui autrefois étaient séparés. Alors, messieurs, parce que oui, il n'y a pas beaucoup de femmes hein, ce soir parmi nos scientifiques. Hein, je suis désolée. Oui, je suis la seule femme, oui, je suis désolée. Je voudrais vous demander à tous les quatre maintenant, on va se diriger petit à petit vers la fin de cette performance, puisque c'est une performance que nous faisons ensemble entre artistes et scientifiques. Je voudrais vous demander comment ça vous fait penser, tout ce qui s'est dit là. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que je pense qu'il y a eu des idées nouvelles qui ont surgi en vous à travers tout ce que vous vous êtes dit. On va commencer par toi, Sébastien. Merci, oui. Des idées nouvelles, des choix qui ont été clairement posés, qui sont cruciaux. J'ai beaucoup réagi intérieurement à ce que disait Stéphane Jacobson sur la conscience et sa propre cause. Parce qu'on est devant un choix. Soit la conscience est sa propre cause, soit elle est la cause d'autre chose. Soit elle est causée par autre chose. Et là, je ne voudrais pas que ma réponse semble définitive, mais il y a des faits qu'il faut garder à l'esprit. Quand vous allez à l'hôpital pour vous faire opérer d'une opération lourde, vous subissez ce qu'on appelle une anesthésie générale. Qu'est-ce que c'est? C'est une perte de conscience provoquée par l'action d'une molécule sur une partie très précise de notre cerveau, celle dont je parlais tout à l'heure. On a là une causalité directe, jamais démentie. On ne peut pas le démentir. Voilà. On a une cause de la perte de conscience qui est l'inactivation d'un groupe de neurones et de molécules à un endroit de notre cerveau. Je ne veux pas du tout invalider ce que tu disais, parce que je pense que ça peut s'interpréter autrement. Parce que c'est vrai que la conscience, quand on la vit subjectivement, on sent bien que c'est autre chose que des neurones qui déchargent. Donc on a encore beaucoup de travail pour résoudre ces contradictions. Mais si on considère que la conscience est causée par d'autres choses, il faut se poser la question par quoi? Et on entre dans une définition gradualiste, évolutionniste de la conscience. C'est-à-dire qu'on est obligé, dans un premier temps, de supposer qu'à une époque, tant qu'il n'y avait pas d'être vivant, il n'y avait pas de conscience aux sciences où nous l'entendons. Moi, c'est une façon de voir les choses. On peut peut-être penser qu'il y avait une conscience cosmique ou qu'il y avait une conscience dans les pierres. Mais scientifiquement, ça ne nous emmène pas très loin pour l'instant. Peut-être que ça pourrait changer. Voilà. Et dans ce cas-là, la conscience devrait être associée à une notion de complexité des organismes. C'est une vision effectivement matérialiste, c'est une vision qui est dangereuse parce qu'elle pourrait nous enlever quelque chose de très précieux qui est notre subjectivité, et on pourrait en arriver un jour à se considérer comme des machines. Et on sait bien que ce n'est pas le cas. Donc voilà. Le problème quand on dit que la conscience est sa propre cause, c'est que comment expliquer que certaines choses ou êtres en soient dotés et pas d'autres, à moins de postuler que tout est conscience. Après, il faut arriver à structurer ça. Vous avez compris que j'ai exprimé mon point de vue. Voilà, merci. Oui, moi j'avais plein de réactions aussi. En fait, la première, je voulais approuver tout à fait ce que venait de dire notre philosophe, c'est-à-dire que la pensée est essentiellement associative. En réfléchissant à comment fonctionnait mon intuition et mon raisonnement, je me suis rendu compte que je faisais juste des associations et que le problème c'était ça, c'est d'associer le son à du sable, ce qui d'habitude ne se fait pas. Et donc ça, j'approuve complètement. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était j'avais bien compris le lien entre le fait que, pour moi, ce que je disais, on est conscient que d'une seule chose, il y a plein de pensées inconscientes, et qu'en fait, ça pourrait être essentiellement le fait que le cortex, c'est-à-dire les neurones qui sentent ce que font les autres neurones, c'est en fait les représentations du monde qu'on a,
qui y jouent avec ne sont pas forcément synchronisés ou quelque chose d'autre comme ça, qui fait que c'est pas ça qui apparaît à la conscience. Mais ce que je voulais surtout réagir, c'était sur l'idée temporelle que nous a donné notre ami mathématicien. Parce que ça, en fait, marier le problème du temps et de la conscience est extrêmement intéressant. Parce que on a conscience de soi, et c'est une conscience qui se prolonge dans le temps. Sauf qu'à accident grave, en général, on a conscience d'être la même personne. Moi, j'ai l'impression que depuis mon premier souvenir, que je peux à peu près dater, je suis la même personne. Ce qui, en fait, n'a aucun sens. Parce que toutes mes molécules ont été renouvelées, à peu près, même les molécules dans les neurones, enfin, aussi, les structures sont restées là, mais tout a été renouvelé. Et aussi toute mon expérience accumulée est complètement changée. Maintenant j'ai une vision du monde et une compréhension du monde qui n'a rien à voir avec celle que j'avais quand j'étais tout petit. Et donc je ne suis plus la même personne, clairement. Alors d'où vient cette idée d'identité dans le mouvement? Et en fait là, la présentation que tu avais du cercle de mouvement très rapide est assez bonne parce que ma compréhension de ça, c'est de dire en fait le cerveau est tout le temps en train de puiser dans ce qu'il a dans le passé, toutes les expériences, et essayer de construire l'avenir. Donc c'est une sorte de gestion de bicyclette. On est tout le temps en train de dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai senti, qu'est-ce qui va se passer. Et on est en permanence comme ça entre deux gouffres qui sont bien, enfin deux plateaux qui sont bien connus, un qui est bien connu qui est le passé, un qu'on essaye de deviner qui est l'avenir. Et en fait, on est toujours dans ce moment-là en train d'essayer de passer ça. Et ce moment-là est inatteignable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire le présent en fait effectivement est très difficile à atteindre. On peut se concentrer, méditer, etc. pour essayer d'atteindre une perception du présent. Et ce qu'on a en fait comme perception qui arrive, c'est pas le présent, c'est le mouvement. C'est-à-dire on est dans ce mouvement permanent, et ce mouvement-là, il est constant. Et donc notre conscience qu'on est identique à nous-mêmes, c'est qu'on a ce même mouvement qui a toujours été là et qui se perdure et qui reste le même. C'est marrant de dire que le présent est difficile à atteindre vu qu'on est toujours au présent. Je me suis rendu compte en t'écoutant que le poème fondamental était peut-être 1 + 1 = 2. C'est-à-dire comment réunir deux choses totalement différentes. C'est pas le même 1, parce que ça serait le même, ça ferait qu'un. Mais c'est disons, au minimum, c'est une copie différente du premier, mais il faut qu'il soit vraiment singulier. Et en mathématiques, ça porte un nom en théorie des catégories, c'est ce qu'on appelle une limite inductive. C'est le principe de toute émergence, de toute montée dans les hiérarchies. Bon, donc voilà, 1 + 1 = 2, je le laisse comme ça. Avec Sébastien Boller, il y a un débat absolument passionnant, mais qui n'est pas que avec moi, qui est aussi entre neuroscientifiques. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du panpsychisme. Il y a quelqu'un comme Dominique, je crois, qui a proposé une formule qui est dénoncée, par exemple, par De Haene comme conduisant au panpsychisme, c'est-à-dire l'idée que la conscience, finalement, est universelle. Mais ça vient des neurosciences, simplement avec des degrés. Et je parlais d'opacité dans mon propos. Disons qu'une pierre est très 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 opaque à cette lumière, quoi, hein. Néanmoins, c'est les neuroscientifiques les plus orthodoxes eux-mêmes qui nous obligent à repousser sans cesse les frontières de la conscience, hein, en nous disant mais bien entendu, ce que tout le monde sait déjà, les bébés sont conscients, mais les animaux, beaucoup d'animaux, alors après ils vont dire oui, mais peut-être pas ceux-là, mais bon, les éléphants oui, les girafes aussi, et puis peut-être ceux-là non. Alors, mais où est-ce qu'on va mettre la frontière? Et c'est intéressant que ça vienne de la science la plus institutionnelle, l'idée qu'on doit repousser les limites de la conscience. Mais bon, moi j'ai eu des expériences d'anesthésie, ça s'est absolument pas passé comme tu as dit, parce qu'ils m'ont amené dans la salle d'opération, hein, et après ils m'ont sans rien m'avoir fait, ils m'ont ramené. Alors, j'aurais dit non, mais quand même, je me suis déplacé, vous auriez pu faire quelque chose. Et puis le voisin de chambre m'a dit, je vous ai entendu ronfler en salle de réveil. Mais
Donc, c'est lié au temps aussi. Ça veut dire que tu t'étais pas rendu compte du tout De rien. De rien. Mais comment... Ok, c'est clair, il y a une science qui est d'abord une science expérimentale de l'anesthésie qui est absolument remarquable et fascinante. Mais à qui on pose la question « As-tu perdu conscience ?» On la pose à ce que les neuroscientifiques appellent parfois un sujet qu'ils identifient curieusement souvent à un cerveau. Alors qu'un être, c'est pas qu'un cerveau quand même. Mais et si on posait la question à une cellule, qu'est-ce qu'elle nous répondrait? Voilà, c'est-à-dire, puisque pas grand-chose peut-être, mais puisque vos travaux eux-mêmes nous incitent à repousser les frontières de la conscience. Par exemple, Stanislas Dehaene, dans son livre passionnant que je vous incite à lire sur le code de la conscience, après les bébés et les animaux, parle des ordinateurs conscients. Donc, ok, on va repousser sans cesse les limites de ce qui est conscient. Mais pourquoi pas une société entière? Pourquoi pas l'humanité entière? Après tout, un réseau tel que Facebook, c'est pas ridicule par rapport à un cerveau. Donc pourquoi pas l'univers entier, à d'autres échelles? Lorsqu'on accélère la vitesse en filmant, lorsqu'on accélère l'évolution des plantes, on se rend compte de comportements qui n'ont rien à envier aux dunes, hein, par exemple. Donc voilà, c'est aussi là peut-être une question de temporalité. Donc bien entendu, il ne s'agit pas de dire que on pourrait procéder sans dommage à une ablation du cerveau, par exemple. C'est pas ça mon propos. Mais je pense que ce type donc nous avons besoin de cette structure vivante, extraordinaire qu'est le cerveau pour penser, pour nous souvenir, pour réfléchir, pour inventer, pour être des êtres humains. Mais je parle pas de la conscience en ce sens-là, dans ce que j'ai dit, je parle de la conscience pure, c'est-à-dire de l'essence de la conscience. C'est à ce niveau-là que je dis qu'elle est hors du temps. Donc voilà, en tout cas, il me semble que ce type de débat, avec des options philosophiques éventuellement très différentes, doit absolument être maintenu vivant. Et je crois que c'est aussi l'intérêt de ce que tu as organisé, Marie-Odile, de permettre à des gens très différents de se rencontrer, très différents, qui partagent tous la passion de découvrir. Voilà. Ouais. Ça, on partage ça en commun. L'envie de savoir et puis surtout de vibrer, quoi. C'est jubilatoire quand on vous écoute, c'est jubilatoire. Et c'est ça que les labos Origines ont envie de faire partager. Et avec nos artistes derrière. Alors, LML, on se fait un petit je sais pas quoi là, hein. Allez, on vous écoute. Et puis pendant ce temps-là, Vixius Pataglitch, voilà, Vixius Pataglitch qui nous fait aussi un magnifique et pendant ce temps-là, MG met le point final à sa toile. Alors Vixius Pataglitch, il s'est intéressé d'abord à tout ce que les scientifiques allaient dire ce soir et il a fait sa recherche d'images et les assemble.
J'ai envie de donner le dernier mot à notre philosophe. Je ne vais pas conclure alors. Je ne vais pas conclure parce que j'ai envie de rester sur une pensée ouverte et non pas une pensée close. Mais en écoutant tous nos amis et en voyant les créations improvisées, entre guillemets, c'est-à-dire en situation, j'ai changé une pensée qui était en moi et que j'ai héritée il y a très longtemps, qui est la phrase de Rabelais que vous connaissez toutes et tous. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et en fait, je vais la permuter. Et jamais l'idée ne m'était venue avant cette soirée, c'est de dire conscience sans science n'est que ruine de l'âme. Waouh, bravo, bravo. On applaudit. Elle triomphe. Nos scientifiques, Stéphane Diverson, Sébastien Boller, Stéphane Boisdy et notre philosophe Pierre-Louis Desprez et M. Labombard. Et maintenant, j'aimerais bien que notre Vixus Pataglitch vienne nous retrouver ici sur scène. Alors comment on va faire? Parce que on éteint la lumière, parce qu'on va faire un petit essai. Waouh! Il nous a fait une toile. Vixus Pataglitch sur scène, qu'on l'applaudisse très fort parce qu'il a fait un travail magnifique aussi. Et je voudrais que nos scientifiques viennent saluer parce que ce sont nos grands artistes aussi. J'ai oublié de remercier Marie-Odile Monchicourt. La Vixus Pataglitch me dit, elle est bien ta litière. La poésie. Je voudrais aussi vous signaler le grand roman bien sûr, de Sébastien Boller qui s'appelle Neuroland et qui est publié chez Robert Laffont. Un travail remarquable, je vous le conseille. Alors mes amis, ce Labo Origins fait partie d'un début d'aventure qui, j'espère, se prolongera si vous l'avez aimé, car on a très très envie de les faire évoluer, de les faire grandir et que vous veniez très très nombreux au prochain Labo Origins. Merci à tous, au revoir.